de féminisme qui a commencé à s'installer petit à petit, qui a commencé avec le colonialisme et son objectif c'était justement de diffuser une certaine idéologie. Alors déjà pour comprendre le féminisme de manière un petit peu cadrée, il faut revenir à l'histoire. Toujours quand on a traité un concept, il faut d'abord le disloquer pour savoir est-ce qu'on parle de la même chose. Parce qu'on peut débattre une féministe et d'ailleurs je vous invite à écouter le débat que j'ai eu avec deux féministes marocaines, dont une qui était avocate au barreau de Paris que j'ai diffusé dans la chaîne YouTube et qui était un débat radio sur une radio marocaine que j'ai diffusé dans la chaîne YouTube. Et je vous invite vraiment à écouter ce débat parce que d'abord il est en français. Et ensuite, c'était un débat qui montre vraiment la vraie face des objectifs que veulent ces féministes. Certaines connaissent leurs objectifs, d'autres sont simplement manipulés. Et donc, en fait, il faut disloquer le sujet, comprendre les termes les objectifs du sujet qu'on traite pour ne pas parler de deux choses différentes. Comme disait Ibn Hazm et d'autres savants, la majorité des débats et des discordes qui arrivent, qui adviennent entre les gens sont dus au fait qu'on a mal défini le concept. C'est-à-dire que tu as une dame qui parle du féminisme alors qu'elle pense au fait que le droit des femmes bafoué doit être établi, et l'autre qui parle du féminisme parce qu'elle pense que il faut enlever le hijab à la femme et il faut que la femme devienne l'égale de l'homme et il faut que le corps de la femme soit à sa disposition, qu'elle puisse avoir des relations avec qui elle veut. Donc en fait, on peut avoir le même mot et le même concept, mais qui est approché de manière différente. Et donc, l'objectivité, comme disait Max Weber, la neutralité axiologique, c'est-à-dire cette neutralité qui doit coller à la peau du chercheur, eh bien, il faut l'avoir dans toutes les discussions, sinon on va tomber dans les discussions au café du commerce. Donc en fait, dans le féminisme, il y a eu trois vagues. Et pour comprendre le féminisme, il faut juste revenir aux choses qui sont communes aux trois vagues. C'est-à-dire les choses sur lesquelles toutes les féministes seront d'accord. Ces choses sur lesquelles toutes les féministes seront d'accord et qui constituent la majorité de la littérature féministe, ces choses-là, on peut dire que c'est le féminisme, c'est sa définition. Et donc, on a une première vague qui était là après qu'on ait disons, qui a demandé une certaine égalité vis-à-vis de la loi, la possibilité de sortir travailler, disons, la possibilité d'accéder à l'éducation, la légalité dans l'héritage, etc., etc. Ensuite, on a eu une deuxième vague qui est une vague qui est un peu plus élaborée et qui est la vague que l'on vit actuellement dans le monde arabe, qui est la deuxième vague du féminisme, et celle-là, elle parle de mon corps m'appartient, j'ai le droit donc de m'habiller comme je veux, le droit de l'interruption volontaire de grossesse, le droit à limiter les naissances, donc là, le planning familial, le fait de pouvoir disposer de son corps tel que l'on veut, donc d'avoir des relations avec qui l'on veut, d'éviter toute discrimination vis-à-vis de la femme, combattre le patriarcat, entre guillemets, le patriarcat tel que compris par les féministes de la société qui domine la société, et même Simone de Beauvoir qui dit par exemple que la maternité c'est une oppression du corps de la femme et une exploitation du corps de la femme. Donc ça c'est un petit peu des visions un petit peu extrêmes. Ensuite on a une troisième vague qui elle demande l'égalité totale à tous les niveaux entre l'homme et la femme, qui demande la liberté sexuelle, donc la libération sexuelle, par exemple, on a des figures de ce féminisme, de ce féminisme extrémiste, comme par exemple quand on a une dame que je vais pas citer pour ne pas lui faire de la publicité, bien entendu, mais c'est une Marocaine qui vit en France et qui dit, qui écrit des romans, etc. Elle dit au Maroc, l'égalité réelle commence par la reconnaissance d'un droit à la sexualité pour les femmes, droit qui seul permet d'échapper totalement au système patriarcal. Et donc, dans cette citation, vous voyez combien déjà il y a de manipulation. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que le système patriarcal est oppressant pour la femme, et ensuite que le seul moyen des femmes de se libérer, c'est un droit à la sexualité. Donc, en fait, il faut pouvoir avoir des relations sexuelles à gauche et à droite pour prouver et pour s'émanciper. Et donc, c'est une vision chosifiante du corps de la femme, une vision réduisant la femme à son objectivation sexuelle, une vision qui, en réalité, n'est rien d'autre qu'une marchandisation du corps de la femme.
et une vision qui est très réductionniste pour la femme. Je pense que les femmes qui ont un petit peu de bon sens devraient se sentir insultées par ce genre d'expression, de réclamation féministe. Et donc, à partir de là, on a donc aussi dans cette troisième vague ce qu'on appelle l'indépendance financière. Cette indépendance financière qui est réclamée par les féministes comme étant un moyen justement d'émancipation. Et aussi, avec cette troisième vague, on a la diffusion au niveau académique et au niveau pédagogique et au niveau universitaire de la théorie du genre. Et dans cette théorie du genre, son but, c'est de montrer qu'en réalité, il n'y a aucune différence entre l'homme et la femme, et que tout est éducation, et que tout est conditionnement de la société. C'est-à-dire que l'homme n'est homme que parce qu'il est conditionné par la société à remplir un certain nombre de rôles, et la femme n'est femme que parce qu'elle est conditionnée par la société à conduire un certain nombre de rôles. Et ensuite, on a une quatrième vague, mais qui est là, elle est vraiment dans ses débuts, même dans les pays occidentaux, c'est la sexualisation et la digitalisation de la lutte avec tout ce qui est intersectionnel, tout ce qui est féminisme décolonial, c'est un mixte en fait. Et donc on va voir les féministes s'aligner avec les demandes de ce qu'on appelle les activistes sociaux, tout ce qui est queer, tout ce qui est LGBTQ+, tout ce qui est slutwalk, passez-moi l'expression, tout ce qui est homosexualité. Et donc tout ça, par exemple, toujours avec cette romancière que je vais citer, et qui dit dans une autre de ses citations, les concubins, les homosexuels, les prostituées, tous ces gens n'existeraient éventuellement pas au Maroc, comme si elle se plaint qu'on ait à cacher cette réalité. Et donc en fait, à partir de là, vous avez ces quatre vagues, et nous on vit surtout dans la deuxième vague. On est entre la deuxième et la troisième vague, et qui en réalité pose un certain nombre de questions. Pourquoi? Parce que quand on est dans la perspective féministe, par exemple, on a un problème avec le mari et l'obéissance au mari. Par contre, on n'a pas de problème avec le patron et l'obéissance au patron. Donc, en fait, on ne fait que passer d'une aliénation supposée à une autre aliénation avérée. Parce que sur celle-là, il y a un droit qui l'encadre en plus. Le fait que le féminisme a pu convaincre que le travail est une émancipation en soi, alors que ça nous ramène 2500 ans en arrière avec les Grecs, qui considéraient que le travail c'était quelque chose que pratiquaient les gens de seconde zone, si vous voulez, les citoyens de seconde zone, et pour qui le travail c'était une chose d'esclave, et les gens qui pouvaient se dispenser du travail pouvaient passer au monde de la pensée, au monde de la méditation, au monde de la science, et donc philosopher, faisait des mathématiques, de la physique, de la biologie, etc. Aristote était biologiste, Platon à la base, avant d'être philosophe, Platon était philosophe, Thalès était philosophe mais aussi mathématicien, et ainsi de suite. Comment il s'appelle là, l'empereur Smith, Alexandre le Grand, il avait comme maître Aristote, et donc avec l'empereur romain, comment il s'appelle l'empereur romain, qui était également Marc Aurèle. Marcus Aurelius était empereur mais aussi philosophe. Et donc l'idée c'était pas de travailler, l'idée c'était de pouvoir avoir assez de temps en dehors du travail pour pratiquer les vraies tâches, les vraies missions qui permettaient une certaine émancipation. Et donc, en fait, en demandant cette égalité, bien entendu, la cohérence veut que la femme aussi va porter la responsabilité du foyer, elle va porter la responsabilité de la nafaqa, des enfants, de l'allocation, de tout. Si c'est une égalité à tous les niveaux, la femme doit porter toutes les responsabilités à moitié et perdre tous les privilèges qui sont bien entendu offerts si on pousse le raisonnement à son extrême. Donc, quand on va avoir un divorce, il n'y a pas lieu de donner une pension parce que c'est quelque chose qui est tout à fait égal de part et d'autre. Sinon, il faudrait aussi que les femmes donnent une pension à l'homme en cas de divorce. Et donc, à partir de là, quand on a compris ces quatre vagues, il faut ensuite se poser la question, mais d'où vient ce féminisme? Alors, deuxième axe de l'intervention, c'est que ce féminisme, il a un contexte.
ce contexte, c'est pas n'importe lequel, c'est un contexte européen. Et donc c'est un contexte qui est étranger à notre civilisation. D'abord, il faut savoir qu'il y a à peine un siècle, on vendait les femmes à Londres. On vendait les femmes, les épouses. C'était des femmes libres, on les vendait. On a, alors que, comme disait Omar ibn Khattab chez nous, كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا كما روى البخاري. C'est-à-dire qu'on considérait les femmes comme rien du tout durant la jahiliya. Mais quand l'islam a été révélé, quand la prophétie est venue avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que Dieu les a évoquées dans le Coran, eh bien on a compris qu'elles avaient une place majeure et qu'elles avaient des droits sur nous. Comme l'a rapporté le Bukhari. Ensuite, deuxième chose contextuelle, bien avant Londres, c'est l'Église qui se posait la question, est-ce que les femmes étaient des descendantes de Adam, est-ce qu'elles étaient humaines ou pas? Donc on se posait la question si c'était des humains ou pas. Alors que en islam, on a un nisa ou shaqa et rijal. Les femmes n'avaient pas le droit de propriété dans beaucoup de pays, de ces pays occidentaux justement. Alors que chez nous, Fatima al-Fihriya a fondé le Qarawiyyin avec le Waqf, la plus ancienne université au monde. Les femmes n'héritaient pas dans ce contexte occidental, alors que chez nous, les femmes héritaient le tiers, et ensuite, elles avaient, en plus de ce tiers, le fait que elles avaient la pension, elles avaient le nafaqa, elles avaient le droit au logement, à l'habit, à la nourriture, etc., etc. Donc toutes les dépenses principales d'un foyer étaient supportées par l'homme. Ce qui permet de comprendre cette logique du 1 tiers, 2 tiers, parce que la logique du 2 tiers, 1 tiers n'a bien entendu pas de sens si l'homme n'assume pas ses responsabilités avec ses 2 tiers, bien entendu. Donc en réalité, le tiers de la femme, après 5 ou 10 ans, il peut être beaucoup plus volumineux que les 2 tiers que l'homme a hérité, parce que l'homme est supposé aussi prendre en charge son foyer, son épouse et ses enfants. C'est pour ça que on peut retrouver dans une citation de Philippe Rapaport en 1908 qui disait que s'il y a des livres qui évoquent la femme de manière aussi dégradée que la Bible, Ancien et Nouveau Testament, alors je ne les connais pas. C'est dire ce contexte dans lequel est apparu ce féminisme et qui ensuite nous est exporté dans notre contexte qui valorise la place de la femme. Alors, ensuite, vu qu'on a compris maintenant quel est le contexte et cette asymétrie contextuelle qui a fait que ce mouvement est apparu en Europe logiquement, mais apparaît dans le monde arabe et musulman de manière tout à fait illogique. On a des contradictions et des incohérences qui font que ça se diffuse encore plus chez nous. Et donc on se pose la question, est-ce que ce féminisme se diffuse à cause de la religion ou à cause du manque de pratique de la religion? Parce que on a beaucoup d'abus qui sont faits au nom de la religion, mais qui en réalité sont des abus purement culturels, qui viennent de la culture locale. Et c'est pour ça que on a, comme disait Will Durant dans son histoire des civilisations, l'islam ne tue pas de femmes, d'enfants, ne brûle pas les gens comme ça, chose que l'Église faisait sans problème. Comme vous le savez peut-être, Simon de Montfort, on rapporte que Simon de Montfort, c'était un guerrier qui était envoyé par l'Église, et donc quand ils ont encerclé un village, il aurait dit brûlez-les tous et Dieu reconnaîtra les siens. C'est dire à quel point on avait un contexte qui est totalement différent de ce qu'on a. Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, et ça c'est le troisième point important, c'est que ce féminisme aujourd'hui, c'est pas juste un mouvement culturel, c'est aussi un mouvement qui est utilisé et instrumentalisé par d'autres mouvements. Déjà, 3/4 des féministes sont bourgeoises. Donc c'est un mouvement qui vient du haut vers le bas. Okay? Et donc, il se diffuse comme une dictature d'une classe sur une autre classe. Ensuite, il faut savoir que le féminisme, c'est une main de fer dans un ventre lourd pour les mouvements athées, qui sont diffusés par ce qu'on appelle Fossan al-Ilhad, ou les grands prêtres de l'athéisme que sont Richard Dawkins, Sam Harris, etc., etc., et qui disent
à leurs disciples et à leurs associations, à leurs mouvements, écoutez, dans le monde musulman, il est beaucoup plus préférable de diffuser le féminisme que l'athéisme. Pourquoi? Parce que l'athéisme n'aura pas beaucoup de clients. Les gens sont assez attachés à leur religion dans le monde musulman. Par contre, si on passe par le truc du droit des femmes et qu'on diffuse dans le mouvement féministe le droit, parce que le féminisme en réalité c'est de la mécréance. Et je vais montrer pourquoi tout à l'heure. Si on diffuse à travers le féminisme la mécréance et l'athéisme, là ça va passer. C'est pour ça que toujours cette romancière dont je vous avais parlé tout à l'heure, elle a dit dans une conférence à laquelle j'ai assisté personnellement, que j'ai vu, que j'ai entendu, j'étais dans la salle, et elle dit, je réfute absolument l'idée que l'identité, la religion ou quelque héritage historique que ce soit, donc ni identité, ni religion, ni l'héritage historique, ne dépossède des individus de droits qui sont universels et inaliénables. Elle dit ensuite, j'accepte d'être un traître et je tends la main à ceux qui veulent être des traîtres. Soyons nombreux à être des traîtres. La messe est dite, la messe est dite. Donc, il n'y a plus rien à ajouter. Donc ça, c'est pour montrer l'objectif, en quoi ce féminisme est instrumentalisé par ces mouvements. Ensuite, il faut aussi garder en tête que, bien entendu, nous, quand on réfute ce genre de mouvement, c'est basé sur des données d'abord sur notre religion, et ensuite on étaye ça par des données scientifiques. Il faut savoir que la femme n'est pas l'égale de l'homme, bien entendu, ça c'est une idiotie, et je vais vous donner des citations. Comme disait Anne Moir dans son livre, si ma mémoire est bonne, Brain Sex 1992, chapitre 11, Dell Publishing New York. Elle dit, l'humanité n'a jamais vu dans son histoire un moment où on a essayé de contrevenir à notre nature première humaine, al-fitra, et notre nature biologique, comme on le voit aujourd'hui dans notre civilisation matérialiste, moderniste. C'est un moment où l'homme et la femme se combattent contre les différences naturelles et biologiques qui sont intrinsèques à leur nature. Ensuite, on a également Alice Rossi qui, dans son livre Gender and Parenthood, dit les différences fulgurantes, les différences incroyables dans la morphologie du cerveau et la manière avec laquelle il influence notre état d'esprit, notre humeur, nos priorités, nos ambitions, nos espoirs et nos capacités, c'est tout simplement des différences biologiques et intrinsèques. Et donc, réfuter ce genre de différences, ce n'est pas simplement se dresser à l'encontre de la science, mais c'est également se dresser à l'encontre de notre nature première en tant qu'homme et femme, et ceci, bien entendu, menace notre vie familiale. Une autre citation de Alice Rossi toujours, ceux qui réfutent ce genre de différence intrinsèque entre la réflexion de l'homme et la réflexion de la femme, entre le comportement de l'homme et le comportement de la femme, se dressent en face des sciences de la vie et de la terre, en face des neurosciences, et vont à l'encontre des conclusions de ces sciences, bien entendu. Et c'est comme si pour elles, c'est comme si on se dressait en face des conclusions de la météo et qu'on niait l'existence de montagnes qui s'appellent l'Himalaya. Une autre citation, par exemple, de Simon Baron Cohen, qui dit aucun doute que nier ce genre de différence entre les deux sexes, c'est l'une des plus grandes tentatives comment on va dire tzedlis en français, de biais dans l'histoire de la science. Alors, on a donc, par exemple, parmi ces différences, les hommes sécrètent 17 fois plus de testostérone que la femme. Qu'est-ce que ça veut dire? La testostérone, c'est l'hormone du désir, c'est l'hormone de la musculature, c'est aussi l'hormone du risque. C'est pour ça que les hommes désirent plus, en moyenne, prennent plus de risques, en moyenne, il y a toujours des exceptions, et sont plus musclés, en moyenne. C'est pour ça que les neurosciences montrent aujourd'hui que l'influence du cerveau de l'homme et de la femme est différente, ne serait-ce qu'au niveau hormonal. Si on a une hormone
qui est sécrété 17 fois plus dans notre corps et qui nous dicte beaucoup plus de risques, beaucoup plus de musculature, beaucoup plus de désirs. Bien entendu, le comportement subséquent, conséquent à cette hormone sera différent entre l'homme et la femme. C'est tout simplement évident d'un point de vue scientifique, et entendre ces féministes radoter et rabâcher leur discours idéologique scientifiquement infondé, franchement, à ce niveau-là, à ce stade-là, ça fait plus rire qu'autre chose et ça fait plus pitié qu'autre chose. Maintenant, ce qu'il faut savoir, et pour être un peu plus concret également, comprendre les tenants et les aboutissants de ces mouvements, c'est que le féminisme, c'est les idiots utiles, les idiotes utiles du capitalisme. Pourquoi? Parce que d'abord, ça cache les vrais combats, comme les inégalités. On a des inégalités même entre les femmes. Pourquoi ces trois quarts des féministes sont bourgeoises? Qu'est-ce qui justifie cela? On a également le fait que le capitalisme, pour pouvoir, imaginez vous êtes un capitaliste, ou bien vous avez un conglomérat de sociétés, vous rentrez dans un village et vous avez la moitié de la société qui travaille dans la maison, qui ne travaille pas hors de la maison, parce que moi je ne souhaite pas dire, et je n'aime pas qu'on dise que la femme qui est dans la maison ne travaille pas. Je suis désolé, la femme qui est dans la maison, elle travaille. Elle a un travail à temps plein et qui est parfois plus difficile que celui de l'homme. Elle a un travail éducatif, elle a une mission éducative, elle a un travail de management de la famille, elle a un travail de directrice d'institution éducative, tout simplement. C'est une directrice d'une institution familiale, directrice d'institution éducative. C'est pas une femme qui ne travaille pas. C'est pas une femme sans travail. Je suis désolé. Ça fait partie des biais qu'on instrumentalise pour dénigrer la femme qui est au foyer. Non, la femme qui est au foyer a une mission. Et quand elle délaisse sa mission, eh bien, ce sont les crèches, ce sont les institutions de l'État qui vont prendre l'enfant et qui vont le standardiser comme ils le veulent. Et donc, si vous entrez dans un village où vous avez la moitié des gens qui ne travaillent pas dehors et qui travaillent dedans, qui ne consomment pas dehors et qui consomment dedans ou produisent dedans, eh bien, ça vous pose un problème parce que tout ce qui est fait dedans, ce n'est pas comptabilisé, il n'y a pas de taxes, il n'y a pas de crédit, il n'y a pas d'emprunt, il n'y a pas de consommation. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de les sortir dehors. Donc, vous allez sortir la femme dehors, elle va produire, elle va gagner, elle va payer, et elle va prendre une femme de ménage qui va venir dedans, et une éducatrice qui va venir dedans, et une enseignante à domicile qui va venir dedans pour remplir le rôle que elle a vidé, bien entendu, avec moins d'amour, moins de proximité, moins de compréhension que celles qui vont venir de l'extérieur. Et donc, non seulement le capitalisme a besoin d'une plus grande main-d'œuvre de production, comme disait Karl Marx, quand le capitalisme en aura fini avec les hommes, il va passer aux femmes. Pourquoi? Parce que leurs salaires sont inférieurs, leurs exigences salariales sont inférieures. Ensuite, il va passer aux immigrés, aux étrangers. Mais on n'a pas besoin que de produire plus, parce que pour produire plus, il faut consommer plus. Eh bien, les femmes sont le meilleur client de la consommation. Il faut savoir que 80% des décisions de shopping et de consommation sont liées aux femmes. Donc, c'est un excellent client. Et donc, on va aussi avoir plus de consommatrices en plus d'avoir plus de productrices. On va exploiter leurs émotions et on va également, comme disait Rockefeller, on va pouvoir augmenter les taxes vu que les femmes également, elles vont payer des taxes vu qu'elles vont produire. C'est pour ça que on a un certain nombre d'associations comme celle de George Soros qui sont un soutien indéfectible à des mouvements féministes, des associations qui soutiennent le féminisme, et on dit même qu'il y a des subventions du mouvement Femen, le mouvement féministe extrémiste que vous connaissez tous. Et donc, non seulement on va servir le capitalisme grâce au féminisme, mais en plus on va servir aussi l'impérialisme et le colonialisme. Pourquoi? Eh bien, il faut savoir que les féministes, curieusement, alors que c'est un mouvement de libération, s'est rangé aux côtés de la colonisation. Tiens donc, quel paradoxe. On trouve que les femmes des pays orientaux font beaucoup d'enfants et des pays africains, donc il faut limiter tout ça. Et donc on a des associations qui sont subventionnées. Il ne faut pas penser que le féminisme c'est vraiment un mouvement qui s'est diffusé parce qu'il y a une culture. Non, non, non. Ce sont des millions de dirhams, des millions de dollars qui sont posés sur la table. Je peux vous citer un certain nombre d'associations ici au Maroc qui reçoivent des millions de dirhams de subventions et qui font des ateliers, soi-disant de formation à la citoyenneté, soi-disant de formation aux droits de la femme, soi-disant formation à la démocratie, soi-disant de lutte contre la violence faite aux femmes, etc., etc. Mais quand vous allez dans les ateliers, ce n'est qu'une dissémination du contenu des discours féministes bien rodés. Et donc, l'Occident se pose en défenseur de la femme. Rappelez-vous, quand l'Afghanistan est tombé aux mains des talibans, première chose qu'on s'est dit, oh, mais que va-t-il advenir des femmes en Afghanistan? Comme si les femmes avaient voté pour que l'Occident les protège. Et cette idée néocoloniale que les droits des femmes sont nés en Occident est une idée qui dérange
N'oubliez pas le contexte historique qu'on a cité. Alors que la femme était considérée comme peut-être pas humaine en Occident, dans les pays orientaux, la femme fondait des universités. Donc rappelez-vous ça, c'est très très important. Donc c'est pour ça qu'on a eu en France, par exemple, des mouvements de déhijabisation, c'est-à-dire qu'on demandait aux femmes de retirer leur hijab avec des slogans toujours très intéressants, très séducteurs, comme le féminisme. Vous êtes belle, dévoilez-vous, disait le flyer. Et donc, elles se sont rangées aux côtés de la colonisation. Maintenant, dernier axe sur lequel on va intervenir, avant de parler de la position de l'islam, c'est ça nous mène à où ce féminisme? Eh bien, d'abord, il y a des conséquences sociétales. D'abord, le rôle de la famille est marginalisé. La société est de plus en plus atomisée. Le rôle de la mère est négligé, marginalisé. Donc, les gens veulent de moins en moins être une femme maman et de plus en plus être une femme qui fait une carrière. Les féministes, un certain nombre d'entre elles, regrettent quand elles sont plus âgées, qu'elles n'ont pas d'enfants, qu'elles voient je peux vous donner des témoignages, qu'elles voient leurs collègues qui sont toutes des mamans, qui ont une famille, des enfants, et elles dorment avec un chien à la maison. C'est triste. Et tout ça, ça vient bien sûr d'un certain nombre de... Vous savez, le féminisme, ça nous mène carrément à la dislocation du mariage. Pourquoi? Parce que pour les féministes, les fondatrices, là je vous parle de Delmar, de Wollstonecraft, Mary Wollstonecraft, là, on parle du XVIIe siècle en Angleterre. Pour elles, le mariage, c'est de la prostitution légalisée. Et quand vous creusez, vous cherchez dans sa vie à elle, c'est une femme qui a traîné avec 3-4 hommes, qui a des enfants un peu partout, et donc c'est une femme qui a une vie complètement disloquée et sans aucun dessus-dessous. Et donc on se demande aussi si la féministe va se libérer, qu'en est-il de la femme de ménage qui travaille chez elle? C'est pas une femme? Pourquoi elle ne la libère pas, elle? Et donc ensuite on va confier les enfants aux institutions, aux crèches, au lieu de faire en sorte qu'ils bénéficient d'une éducation. L'enfant à cet âge-là, il a besoin de l'amour de sa mère. Pourquoi un enfant de 2 ans et demi va se tourner à droite, à gauche, il ne va pas trouver sa mère? Il a envie de prendre le sein, il a envie de prendre les bras, sa mère dans les bras. 1 an et demi, pas 2 ans et demi, le sein. Et donc, il a envie de sentir la proximité de sa mère. Mais sa mère, elle a que 3 mois de congé payé. Elle a que 3 mois de congé payé. Au mieux, elle peut avoir 6 mois. 3 mois non payés. Et après, l'enfant de 7 mois, est-ce que vous imaginez l'enfant de 7 mois? À 11 heures du matin, il pleure. Sa mère, elle n'est pas là. Elle n'est pas là pour lui offrir ça, son amour. Donc, qui va défendre le droit de ses enfants? C'est quand même incroyable. On a de plus en plus de nouvelles maladies chez les enfants, l'autisme, les dyslexies, dyscalculie, et j'en passe, et des meilleurs. Et donc, on a de plus en plus de troubles chez les enfants. Il faut savoir qu'il y a une statistique d'une étude américaine que je peux vous envoyer, qui montre que dans les familles monoparentales, il y a une augmentation de 17% du risque de criminalité juvénile. Donc plus on divorce, féminisme divorçant, ça c'est évident, plus on divorce, plus on augmente la criminalité. Donc le féminisme, c'est une incitation à la criminalité juvénile. On a de plus en plus de célibats. Au Maroc, malheureusement, on a atteint les taux européens de 50% de divorces. On est passé de 7000 divorces en 2004, juste avant la nouvelle Moudawana, à aujourd'hui 120 000 demandes de divorce. De 7000 à 120 000. Donc on a à peu près le même nombre de mariages que de divorces. On y arrive, on y est presque. Et ça n'a pas résolu les problèmes que vit la société occidentale. Pourquoi? Parce que les statistiques, jusqu'à aujourd'hui, sont problématiques. On a un viol toutes les 7 minutes en France. On a 25% de femmes qui pratiquent des relations sexuelles dans le cadre du travail. Une femme battue toutes les 15 secondes. Une femme meurt battue des coups de son mari tous les 3 jours en France. 25% de harcèlement a lieu dans les universités. 50% de harcèlement en Grande-Bretagne. 63,5% de harcèlement en Suède. 70% des infirmières qui sont harcelées, 100% de harcèlement dans les transports en commun en France, 62% de divorces dans les Émirats arabes unis, 2,5 millions d'enfants sans abri aux États-Unis. Vous imaginez, c'est quand même incroyable. 2,5 millions d'enfants sans abri, ce qui augmente la criminalité bien entendu, et 12 milliards de dollars dans les dépenses de chirurgie plastique et
les études nous montrent aujourd'hui que plus on a de partenaires avant le mariage, moins il y a de chances que le mariage tienne dans la durée. Donc c'est systématique. Quand on a beaucoup de partenaires avant le mariage, les chances que notre mariage tienne diminuent, tout simplement. Et on constate que le bonheur des femmes diminue alors que leur richesse et leur éducation augmentent. C'est quand même curieux. Ensuite, on a quelque chose qui me semble très nuisible à la femme, c'est qu'on emprisonne la femme dans un mix de pression pas possible. La femme va devenir hystérique. Comme l'a dit Nietzsche, on les rend tous les jours de plus en plus hystériques. Elle est de plus en plus exposée aux pressions. Quelle pression? D'abord, son corps est marchandisé. Ça devient un objet. Il est exploité dans les publicités. Pourquoi on a une femme en mini-jupe pour vendre une voiture? Les derniers salons de voitures sont des insultes à la dignité de la femme. On a son objectivation. Ensuite, elle a la pression pour réussir au travail, même si elle ne veut pas. Parce que une femme sans travail, c'est moins que rien. Vu qu'elle va au travail, eh bien, il y a plus de probabilité qu'elle soit harcelée. C'est évident. Si elle n'était pas au travail, il y aurait moins de probabilité de harcèlement. Ensuite, elle a une pression pour être comme les mannequins qu'on voit dans les publicités. Alors que ces mannequins sont des exceptions de beauté. C'est 1%, 1 pour 1000. Et en plus, photoshopé. Ensuite, elle a la pression pour réussir au niveau éducatif. Elle doit aussi avoir son master et son doctorat. Sinon, elle n'a pas réussi son éducation. Ensuite, on l'empêche de devenir maman à 20 ans ou à 25 ans. Non, elle doit terminer son parcours d'études, elle doit travailler, faire carrière et ensuite fonder une famille. Elle a 2-3 ans pour se marier, sinon après ça devient trop tard. Ensuite, elle a la pression pour être une bonne maman. Parce que c'est pas suffisant de réussir ses études et de fonder une famille et de réussir sa carrière et d'être belle comme une mannequin. Non, il faut aussi être une bonne maman, une maman qui réussit, sinon on a la pression. Ensuite, elle doit être une bonne épouse. Et donc, comment voulez-vous qu'une femme garde la tête sur les épaules avec toutes ces pressions? C'est quand même incroyable. On ne peut pas lui demander de réussir dehors et dedans. C'est pas possible. Et donc, exposer la femme à toutes ces pressions, ça nous donne de plus en plus d'hystérie dans la société, tout simplement, au niveau des hommes et des femmes. Et d'ailleurs, je devrais aussi citer le fait qu'on a une plus grande féminisation de la société. C'est un phénomène qui fait très peur. C'est le fait que les hommes sont de plus en plus efféminés, féminisés. Je ne parle pas des féministes. Alors qu'en islam, on a une perception totalement différente. Déjà, il faut savoir que le féminisme, c'est de la mécréance. Al-nasawiya kufrun. Attention, je ne dis pas que quelqu'un qui pense qu'il est féministe est mécréant. C'est ce que je dis. Ça, c'est du cas par cas. Ce que je dis, c'est que le féminisme en tant qu'idéologie, c'est de la mécréance. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire, le Coran nous dit, wala taqrabu zina. Dans le féminisme, on nous dit, zina, c'est votre droit, c'est votre corps. On ne peut pas dire, en tant que féministe, le mariage est une prostitution légalisée, alors que le Coran nous dit que le mariage, c'est mawadda, sakina, wa rahma. On ne peut pas dire, en tant que féministe, que la femme a le droit de disposer librement de son corps en termes de relations sexuelles, entre autres, alors que le Coran nous dit, wal hafidhat, wal hafidina li furujihim, wal hafidhat, walladhina hum li furujihim hafidhun. On ne peut pas dire que le Coran nous dit c'est-à-dire que l'homme, le garçon va hériter les 2/3 de la femme. Les féministes nous disent non, l'homme doit hériter la même chose que la femme. Et donc il y a des choses qui sont contrevenantes aux piliers de l'islam, à des piliers de la foi musulmane. Bien sûr, on a plein de gens qui se disent féministes musulmans, féministes islamistes, islamistes féministes, féministes dans l'islam et tout ça, libération de la femme. Tout ça, c'est superficiel. Soit on ne connaît pas le féminisme, soit on ne connaît pas l'islam. Soit on ne les connaît pas tous les deux, et on peut rester superficiel. Comme les gens qui vous disent, oui, on peut être capitaliste, mais de gauche, on peut être
On peut être musulman mais marxiste. C'est des gens qui sont superficiels, qui cherchent à faire du sorte de conformisme, de faire plaisir à tout le monde, mais c'est des gens qui ne connaissent pas les tenants, les aboutissants et les piliers de chacune de ces choses, ni celle de l'islam, ni celle du féminisme. Alors la femme en islam, d'abord, elle a le droit de ne pas travailler. On lui impose pas cette pression d'aller travailler. Pourquoi? Parce que soit elle est prise en charge par le père, soit par le fils, soit par le mari, soit par le frère, etc., etc. Dans le Coran, quand vous lisez sur Al-Baqarah, والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك وعلى الوارث مثل ذلك, c'est-à-dire celui qui hérite, il a aussi une responsabilité. Tu vas pas me dire ça me pose problème que l'oncle il va hériter quand un homme il a seulement 2 filles et un frère. Bien sûr, l'islam donne une petite partie de l'héritage au frère, même s'il y a 2 filles. Mais c'est pas le frère qui va venir prendre l'héritage et partir jusqu'au jour du jugement dernier. Non. L'héritage, il est donné parce qu'il y a une responsabilité en face. Donc le frère doit veiller à ces 2 petites filles justement avec lesquelles il a hérité. Donc c'est tout un système. Et quand on casse un système, c'est vrai que on ne peut pas comprendre la logique du 2 tiers, 1 tiers ou bien de l'oncle tarsib quand on ne connaît pas tout le système. Ensuite, la Grèce. Je vous ai cité l'exemple du fait qu'en Grèce, le travail n'était pas considéré comme une émancipation. Le travail, ça vient du mot tripalum, en latin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la torture. Mais le capitalisme a réussi le tour de passe-passe pour nous convaincre que le travail est une émancipation. Le travail n'est pas une émancipation. Le travail, c'est une corvée nécessaire. Je dis pas qu'il faut pas travailler, non, bien sûr, non, il faut travailler surtout pour les hommes qui ont une responsabilité. Mais le travail, c'est une corvée. La preuve, c'est que si on prenait 100 travailleurs et qu'on leur proposait de gagner le même salaire et de diviser leur temps de travail par 2, personne ne va refuser. Pourquoi ils ne refusent pas? Pourquoi ils ne refusent pas? Pourquoi ils ne disent pas non, je travaille parce que le travail c'est une émancipation? Ils vont tous dire ok, pas de problème. Si tu leur dis tu vas travailler 1 heure par semaine et garder le même salaire, tout le monde va accepter. Donc le travail c'est une corvée nécessaire, c'est pas une émancipation. C'est le capitalisme qui veut que ce soit une émancipation pour que vous alliez à la corvée tout en étant très content et en pensant vous épanouir et vous accomplir. Ensuite, la femme en islam, elle a le droit au logement, elle a le droit à nafaqa. La majorité des gens qui sont des enfants de la rue, c'est des garçons. La femme, elle a le droit à la dot, le cadeau du mariage. C'est une obligation. Il peut y avoir des cadeaux en plus, mais la dot, le mahar, c'est un pilier, c'est une obligation nécessaire dans le mariage. Elle a le droit à la présence du tuteur. Le tuteur qui peut l'aider à comprendre cet homme, que c'est pas un renard, que c'est pas quelqu'un qui vient exploiter sa naïveté ou son jeune âge. C'est là où on comprend la présence du tuteur. Pourquoi le tuteur est obligatoire en islam? Parce que le tuteur, il n'est pas là pour négocier le deal de la dot. Non. D'abord, il est là, bien sûr, pour négocier la dot, pour que le garçon ne manipule pas la femme avec les belles émotions et les jolis mots, les jolis textes, etc., etc. Et pour aller voir et enquêter si c'est un renard et si c'est un truand. Et parce qu'il a plus d'expérience que la fille et que le garçon réunis. Ensuite, la femme, elle a le droit d'épargner son argent. Elle n'est pas obligée de payer le loyer, elle n'est pas obligée de payer la faqa, elle n'est pas obligée de payer pour les enfants. Si elle le fait, bien sûr, ça c'est à titre gracieux. C'est le karam, mais elle a le droit de ne pas le faire. Et donc, le 1 tiers qui ne va pas être touché va survivre beaucoup plus longtemps que les 2 tiers qui vont être rognés jusqu'à épuisement. Ensuite, elle a le droit à l'mut'a en cas de divorce. Elle a le droit à un nafaqa pour les enfants en cas de divorce, la pension pour les enfants. Donc tout ça dans le concept féministe et dans le système féministe, elle le perd. Et donc, ça permet une sorte de confort. Parce que la femme, elle a le droit de ne pas travailler, elle a le droit de prendre sa retraite dès qu'elle le veut en islam. Chose que le système occidental ne permet pas. Et donc, l'une des premières bénéficiaires du mariage, c'est la femme. Beaucoup plus que l'homme, parce que l'homme, il peut avoir une relation hors mariage de zina et partir sans aucune conséquence. Mais la femme, il peut avoir une grossesse. Ensuite, la femme, elle a une place majeure dans le système islamique, c'est que c'est la voie du paradis pour les enfants.
إلزم قدمها فتمت الجنة أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. Hein? Elle a un privilège dans la garde des enfants et la priorité. Et si l'islam opprimait la femme, pourquoi la majorité des gens qui rentrent en islam sont des femmes? Sur 10 000 personnes qui entrent en islam, on a plus que 5 000 qui sont des femmes. Tiens donc. Parce que ces femmes sont instables dans le système occidental qui oblige à une séduction permanente. On entend des témoignages de femmes qui disent à chaque fois que je vais dans une fête ou une party avec mon mari, je surveille à qui il fait la bise, qui lui fait la bise, ces femmes qui lui font la bise, comment elles font la bise. Je me sens instable, je me sens en concurrence, je me sens menacé dans ma relation avec mon mari. L'islam, il enlève tout ça. L'islam donne le confort. Ensuite, si l'islam opprimait la femme, pourquoi toutes les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont restées musulmanes? Aucune n'est sortie de l'islam. Plus que ça, elles sont devenues des savantes. Elles appelaient les gens à l'islam. Elles apprenaient l'islam aux gens. Elles diffusaient la parole de l'islam. Si l'islam opprimait les femmes, elles seraient les premières à en sortir. Elles seraient les premières à s'en éloigner. Au moins, elles se seraient tues. Elles n'auraient pas fait comme Aïcha radiyallahu anha, rapporter 2000 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est énorme. C'est énorme. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ittaqullah fi nisa. Faites attention avec les femmes. Prenez soin d'elles. Rifqan bil qawarir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné beaucoup d'instructions pour la mise en valeur, la préservation de la femme. Et comme disait Jean-Luc Marion, qui est un membre successeur de Lévi-Strauss à la chaire de philosophie à la Sorbonne, et membre de l'Académie française dans une conférence à laquelle j'ai assisté et que j'ai vu et entendu de mes propres oreilles, le 14 février 2019, il disait si les femmes se voilaient plus, il y aurait moins de problèmes dans les foyers français. Ce que je vous dis là, c'est pas une citation d'un site internet. C'est quelque chose que j'ai vu, que j'ai entendu. Comme disait l'encyclopédie des femmes et des religions, le Coran a pris soin des femmes plus que tous les livres saints. Comme disait Karen Armstrong, les femmes étaient parmi les premières croyantes dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leur libération de leurs conditions était quelque chose qui lui tenait à cœur. Le Coran interdit le meurtre des nouveau-nés femmes. Et le Coran, bien entendu, a sévèrement réprimé ce genre d'action que faisaient les Arabes dans la période pré-islamique, et il a donné aux femmes des droits qu'elles n'avaient pas dans l'héritage, dans le divorce, chose que les Occidentaux n'avaient pas, comme disait Karen Armstrong. Comme disait George Bernard Shaw, l'écrivain irlandais, les instructions du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la place de la femme et la perception, la vision des femmes, la miséricorde envers les femmes et même envers les animaux étaient très en avance par rapport à la pensée chrétienne occidentale et même par rapport à la pensée occidentale. C'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la place de l'islam, de la femme dans l'islam, c'est une place qui met la femme beaucoup plus haut que la place de chosification, de marchandisation, d'utilisation du corps dans les publicités et d'exploitation productive et consumériste de la femme de la modernité actuelle, la modernité liquide et capitalistique. Et ça, ce sont des éléments très très importants et fondamentaux. Et subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.